Mesdames et messieurs, habitants de la planète mer, il n'y a pas de passagers sur le vaisseau sur lequel nous nous trouvons. Il n'y a qu'un équipage dont vous faites partie. C'est un honneur pour moi d'être ici aujourd'hui et de parler après des intervenants aussi impressionnants et intéressants que vous venez d'entendre et de partager avec vous mon expérience et cette présentation sur l'innovation et les océans. Alors, j'entends le bruit, mais les slides ne passent pas. Ah si, ok. Je suis le plus jeune fils du commandant Cousteau. Vous pouvez voir sur cette image ma sœur et moi avec mon père. Il m'a eu à l'âge de 72 ans. Je suis donc la preuve vivante que la plongée sous-marine est très bonne pour la santé. Mon père a inventé la plongée sous-marine. Il a révélé les océans à l'ensemble de l'humanité. Il a aussi inventé la plongée à saturation, les villages et les maisons sous la mer. Il a également inventé plein de choses, mais en l'occurrence la technologie de turbovoile qui permet d'économiser du pétrole sur les navires de transport maritime et de réduire leurs émissions de CO2 et de soufre, entre autres. Il m'a bien entendu transmis le virus dès l'âge de 9 ans et je suis un plongeur passionné depuis ma tendre enfance et je suis très heureux de partager aujourd'hui avec vous, de vous emmener avec moi sur une plongée qui va vous amener un peu partout dans le monde, pour vous faire découvrir à quoi ça ressemble un peu sous la surface, à quoi ça ressemble la mer en vrai. Et au cours de cette plongée, de ce voyage, je vous invite à vous questionner sur ce que vous ressentez quand vous voyez ces images, quand vous rencontrez ces créatures. Quel est ce sentiment que vous ressentez quand vous voyez ces choses, ces animaux, ces écosystèmes? Parce que qu'ils soient grands ou petits, qu'ils semblent insignifiants ou extraordinaires, chacune de ces créatures est véritablement une part de notre système de survie. Chacune d'entre elles joue un rôle essentiel dans le maintien des écosystèmes qui nous maintiennent, nous, en vie. Alors je vais vous parler des services écosystémiques un tout petit peu. 3 pour être précis. Je sais qu'on en a parlé un petit peu juste avant, mais je vais souligner d'autres services écosystémiques. Je suis assez content qu'il n'y ait pas de double service. Le premier, c'est justement cette beauté. La beauté est un service que les océans nous rendent. Ce sentiment que vous avez en voyant ces créatures, c'est un sentiment unique, qui ne peut pas être copié, qui ne peut pas être imité, et qui est très difficile à évaluer. Combien vaut ce sentiment? Comment mettre une valeur, poser une valeur sur la beauté? Cette beauté qui finalement fait toute la différence entre la survie et l'épanouissement. Bon, j'ai un petit peu plus que ce que je pensais. Je vais vous parler d'un deuxième service écosystémique. Il s'agit des puits de carbone. Ici, nous avons la Posidonie de Méditerranée, endémique à la Méditerranée, qui, d'après une étude récente, aurait capté dans ses racines 40% de tout le CO2 émis par les pays méditerranéens depuis la révolution industrielle. 40% de tout le CO2 de tous les pays méditerranéens capté dans les racines de cette plante en Méditerranée. Incroyable prouesse qui démontre à quel point les océans sont nécessaires. Un autre service écosystémique qui a été mentionné plus tôt et qui est très important évidemment, l'oxygène que nous respirons. La moitié de cet oxygène est produit par ces organismes-là. Les planctons qui sont dans les premiers mètres de la superficie des océans et qui ressemblent en microscopie électronique à des vaisseaux spatiaux et qui sont magnifiques et qui nous maintiennent en vie à chaque instant. Un autre service écosystémique très important, très important, c'est la nourriture. Plus d'1 milliard de gens sur Terre, plus d'1 milliard, dépendent de la mer pour leur survie au quotidien. Alors, récemment, le WWF et le Boston Consulting Group se sont mis ensemble pour essayer d'attribuer une valeur aux services écosystémiques. Combien valent les océans? Alors ici, vous voyez une liste de différents services qu'il peut y avoir, comme les pêches, la protection de l'érosion côtière, etc. Ils sont arrivés à 24 trilliards en anglais, ce qui est 24 000 milliards de dollars.
Ce qui place les océans à la 7e place du PNB mondial. Donc si les océans étaient un pays, eh bien ce serait la 7e plus grande puissance économique mondiale. Mais comme vous l'avez entendu auparavant, les océans sont en péril. Ils sont en train de mourir, véritablement. On a pêché plus de 90% de la biomasse des poissons au cours du dernier siècle. Je ne vais pas revenir sur les différents points qui ont été déjà mentionnés par les précédents intervenants. Mais les pollutions, la surpêche et le changement climatique sont les 3 facteurs qui contribuent principalement à la destruction de la biodiversité. Biodiversité que nous perdons aujourd'hui sur Terre à une vitesse, à un rythme supérieur au rythme qui a été connu lorsque la météorite a tué les dinosaures il y a 65 millions d'années. Aujourd'hui, nous avons le même impact sur la biodiversité que cette météorite. Alors, sur le thème du plastique, parce que c'est une des pollutions, évidemment, ici vous avez une carte d'une étude qui a été réalisée, très intéressante. Chaque point, vous avez du mal à les discerner, je sais, mais chaque point, c'est 20 kg de plastique. Et on estime qu'il y a pas loin de 300 000 tonnes de plastique dans les océans qui se dégradent et qui rentrent dans la chaîne alimentaire et qui ensuite finissent dans nos assiettes. Alors pour être un peu cynique, si vous me le permettez, avec un peu de chance, on aura empoisonné la vie marine avant qu'on les détruise par la surpêche. Et donc on arrêtera de pêcher parce qu'elle sera plus consommable. Bon, je vous passe mon cynisme. Ici nous avons une carte de la NOAA qui montre les températures de surface et qui sont mesurées par satellite et qui sont mises en adéquation avec des alertes pour les coraux. Pour les systèmes, les coraux sont la base de la productivité des océans dans une vaste partie du monde. Et vous pouvez voir ici le grand blob rouge qui correspond à El Niño. El Niño qui arrive cette année, bienvenue El Niño, qui correspond à deux années consécutives de chaleur très très élevée pour les océans et qui résulte généralement dans la mort d'une grande partie des coraux. Voilà ce qui se passe en fait. La température augmente, les coraux blanchissent. Ici, vous pouvez voir dans les îles Samoa américaines, à gauche, en décembre 2014, à droite, en avril 2015. Comment l'augmentation de température a blanchi les coraux. Ce sont en fait leurs symbiotes microscopiques qui s'en vont, qui disent non, non, il fait trop chaud, moi je m'en vais. Et en fait, la majorité de ces coraux vont mourir. Parce qu'il y aura des impacts évidemment sur les pêcheries, sur tous les services écosystémiques. Alors, il y a 6 ans, j'ai créé Custodivers, une association de sciences participatives pour les plongeurs. Je suis plongeur, je suis passionné de plongée, je veux essayer de faire quelque chose pour l'océan. Et ce que nous faisons en dehors de plonger, évidemment, et de nous promener un peu partout et de jouir de cette beauté sous-marine, nous collectons des données, des photos, des vidéos, des données sur l'écosystème pour créer un diagnostic en temps quasi réel de la santé des océans. Alors, nous le faisons voilà, avec différentes méthodes, des choses qu'on amène sous l'eau pour prendre des notes, quel type d'espèces est-ce qu'on rencontre, est-ce qu'il y a des bioindicateurs, des choses comme ça, etc. Mais nous avons surtout une action qui correspond à créer des aires marines protégées. Ce sont des zones en fait, où la vie peut revenir, où on arrête d'extraire la vie marine et la vie peut revenir, et du coup c'est très efficace. Mais s'il y a des pollutions plastiques ou autres, évidemment elles ne connaissent pas de frontières, et même si on a fait des aires marines protégées, eh bien, elles sont polluées. J'ai lancé il y a un mois le projet Hermès. Le projet Hermès, je l'ai lancé pourquoi ? Parce que j'ai réalisé que nous sommes en 2015 et personne ne connaît la température des océans. Nous avons besoin de cette donnée pour mieux gérer les ressources de la mer. Les satellites ne mesurent que la surface, la peau des océans. L'épaisseur d'un cheveu à peu près est connue en termes de température des océans. Au niveau des écosystèmes, personne ne connaît en temps réel la température des océans. J'ai réalisé ça il y a un mois, je me suis dit c'est pas possible, on va essayer de faire quelque chose. Et effectivement, le projet Hermès, c'est les plongeurs qui sont dans l'eau tous les jours, partout dans le monde, qui rapportent leurs données de leurs ordinateurs de plongée, qui eux mesurent la température depuis plus de 10 ans, depuis plus de 15 ans. Donc on va collecter toutes ces données pour pouvoir enfin comprendre le système océan. Comment il impacte le climat, comment il influence les pêcheries, comment il influence la vie côtière. Alors ici on a une petite vidéo qui va durer quelques secondes. Malheureusement je vois que mon temps s'éclipse très rapidement. Donc on va en fait passer la vidéo, on va aller directement sur la prochaine slide, voilà. Non, on va couper la vidéo, on va aller à la prochaine slide s'il vous plaît. Je vous invite à regarder cette vidéo, vous la trouverez sur notre campagne de levée de fonds en ligne, sur indiegogo.com, pour projet Hermès. Donc on prend la température avec les satellites
avec les plongeurs, on combine les deux dans un software open source, et ça nous permet de révéler comment les océans se comportent, comment ils stockent l'énergie, comment ils la relâchent à travers 50 centres de plongée qui nous servent de points de référence de calibration. Alors je vois que j'ai assez peu de temps, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Je vais vous parler très rapidement de la technologie turbo-voile. Non, j'ai pas le temps. Je vais vous parler de l'UICN. Actuellement, je travaille pour l'Union internationale pour la conservation de la nature. L'Union internationale pour la conservation de la nature est une organisation scientifique et politique qui, comme son nom l'indique, cherche à protéger la nature. Les aires marines protégées, comme je vous l'ai dit plus tôt, sont des outils fantastiques pour protéger la mer et pour que la biodiversité revienne. Mais il y a évidemment un bémol à cause des pollutions. Mais à partir du moment où on sait que si on protège une zone, la vie marine va revenir, tout à coup, ça ouvre la porte à des nouveaux produits financiers. On va pouvoir investir dans la protection de l'environnement avec des mécanismes financiers qui se basent sur le fait que la biodiversité et la biomasse va augmenter dans ces zones que l'on protège. Et à travers ce type de projet, que ce soit spécialement pour le tourisme ou pour les pêches, on va pouvoir améliorer la santé des océans tout en gagnant de l'argent. Et je pense que c'est ça peut-être un des chaînons manquants pour qu'enfin on commence à se dire « Ah, il faudrait peut-être protéger la mer. Ah bah oui, ça rapporte des sous. » Donc ici, vous avez un graphe qui explique pourquoi on gagne plus d'argent en pêchant moins. Je vais vous la faire assez rapidement. Maximum Sustainable Yield, c'est la quantité maximum de poissons que vous pouvez prendre sans nuire au stock de poissons. Mais en vérité, si on pêche 50% de moins, eh bien, vu que les coûts pour obtenir ces 50% en moins sont inférieurs, le profit est supérieur. Le profit, c'est la barre bleue pointillée. Donc vous voyez que la barre qui est à gauche est plus grande que la barre qui est au milieu. C'est la théorie derrière la réforme des pêches. La Banque mondiale nous dit qu'il y a 80 milliards de dollars de manque à gagner à peu près en pêchant 50% en moins partout sur Terre. Finalement, à force de réfléchir à toutes ces choses-là, comment trouver des solutions pour l'environnement, pour la mer particulièrement, j'en suis venu à me dire le problème n'est pas extérieur, le problème est en nous. Le problème est à l'intérieur de nous, il est dans nos valeurs, il est dans nos cultures, il est dans notre esprit. Et aujourd'hui, je suis très heureux de voir que finalement, plus l'urgence approche de la mort des océans, plus les sciences cognitives qui traditionnellement servent à vous influencer pour vous vendre plus de produits qui contiennent souvent du plastique ou autre chose, ces sciences-là sont en train de se tourner vers la protection de l'environnement pour déterminer comment est-ce qu'on peut influencer le consommateur, mais aussi le politicien, mais aussi les entreprises, pour changer leur état d'esprit, pour qu'ils comprennent l'intérêt à long terme de la protection des océans et l'urgence dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Les gens protègent ce qu'ils aiment, mais on n'aime pas tous la même chose. Et il est très important, je pense aujourd'hui, de mener un changement à l'intérieur de nous, dans nos sociétés, et également au niveau de la finance, au niveau de la psychologie sociale, au niveau de la biologie, au niveau des sciences participatives aussi, comme le projet Hermès, pour éviter de perdre cette biodiversité, de perdre cette ressource extraordinaire, de perdre ce monde merveilleux qu'est l'océan. Alors, vous le savez, on est tous là parce que, ou pas parce que, mais parce qu'il y a la COP21 à la fin de l'année, tous ensemble pour le climat, sauf 70% de la planète. Les océans ne sont pas à l'agenda. Et il y a plusieurs raisons à ça, à mon avis. Une d'entre elles est que parler des océans implique de sortir de sa zone de confort pour les hommes politiques. Il va falloir parler de gouvernance mondiale, il va falloir parler de haute mer, il va falloir parler de choses qu'on n'a pas encore su gérer ou su fédérer. Et donc voilà, je vais conclure en vous invitant chaleureusement à rejoindre le projet Hermès, à faire la différence pour les océans, à comprendre ces océans. On va véritablement révéler ses secrets et j'espère que vous serez parmi nous. Merci.